Un artisan plombier de Marseille découvre un devis de 1 200 € pour réparer son Partner HDI de 2009. L'arsenal réglementaire s'est considérablement renforcé, transformant le contrôle technique en véritable guillotine administrative. L'arrêté du 18 juin 1991, modifié à plusieurs reprises, impose désormais des seuils beaucoup plus sévères, particulièrement pour les diesels anciens. Fini le seuil générique d'opacité, c'est la valeur constructeur qui fait foi. Imaginez la scène, un catalyseur légèrement fatigué, une vanne EGR un peu encrassée, quelques fumées à l'accélération, et c'est le recalage immédiat. Ces véhicules Euro 3 et Euro 4, qui ont pourtant fait leurs preuves en matière de fiabilité et d'économie, se retrouvent piégés par des normes qu'ils n'ont jamais eu vocation à respecter. Le véritable piège se referme sur les diesels récents, équipés de systèmes de dépollution complexes. Euro 5 et Euro 6 obligent filtre à particules, catalyseur SCR, injection d'AdBlue, capteur NOx multiple. Dans les faits, la moindre anomalie détectée par la prise OBD déclenche un échec automatique, sans possibilité d'appel. L'AdBlue, cette solution durée injectée dans l'échappement pour réduire les oxydes d'azote, devient le talon d'Achille de millions de véhicules. Réservoirs, pompes, chauffage, injecteurs, sondes de qualité, capteurs de niveau, autant d'éléments fragiles et coûteux qui transforment chaque passage au contrôle technique en roulette russe financière. Une simple panne de chauffage AdBlue par grand froid, température inférieure à -10°C, et c'est la contre-visite assurée. Mais qui peut croire sérieusement qu'on sauve la planète en multipliant les pannes électroniques sur des systèmes censés dépolluer ? Pire encore, toute tentative de suppression ou de modification de ces systèmes pourtant défaillants est désormais détectable visuellement et par incohérence des valeurs OBD. Avec 7 500 € d'amende à la clé, selon l'article L318-3 du Code de la route, les coûts de remise en conformité atteignent des sommets vertigineux qui défient toute logique économique. D'après les données consolidées d'AutoPlus et de l'UFC Que Choisir, remplacer un FAP coûte entre 900 et 2000 €. Un catalyseur SCR entre 1500 et 3000 €. Un capteur NOx aussi entre 350 et 800 €. Ces réparations n'ont aucun sens économique, mais deviennent obligatoires pour maintenir le droit de circuler. Cette équation impossible contraint des millions d'automobilistes à abandonner des véhicules parfaitement fonctionnels ou à s'endetter massivement pour des réparations anti-pollution, souvent vouées à redevenir défaillantes quelques années plus tard. Les monospaces familiaux diesel de l'ère 2001-2009, Euro 3 et Euro 4, sans FAP, mais avec EGR et catalyseur d'oxydation, subissent un sort particulièrement cruel. Ces modèles, autrefois référence du transport familial économique et symbole de la démocratisation de l'automobile, sont désormais dans le viseur pour opacité excessive et catalyseur usé. Des véhicules qui ont transporté des générations entières de familles françaises en toute sécurité deviennent soudainement des rebuts administratifs. Le système révèle toute sa perversité sur les diesels Euro 5 et Euro 6 équipés de SCR, pourtant vendus comme l'avenir du diesel propre il y a quelques années à peine. Peugeot 308 et 3008 Blue HDI, particulièrement les 1,5 litre Blue HDI, aux chaînes de distribution défaillantes et aux sondes NOx capricieuses. Renault Mégane et Scénic Blue DCI avec leurs capteurs NOx sujets à dérive et leurs calculateurs de gestion moteur sensibles aux variations de tension. Ces véhicules deviennent des pièges financiers dès la moindre défaillance électronique. Un réservoir AdBlue hors service sur une Mégane de 2018, 1 400 € de réparation pour un véhicule qui en vaut 8000. Un capteur NOx défaillant sur un 3008 Blue HDI, 600 € minimum, sans garantie que d'autres éléments ne lâchent pas dans les mois suivants, créant un cycle infernal de réparations coûteuses sur des systèmes intrinsèquement peu fiables. L'horizon s'assombrit encore avec l'arrivée programmée de la mesure du nombre de particules déjà en vigueur aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Cette norme PN, actuellement en phase de test par l'UTAC-OTC et les groupes de travail européens CITA, recalera instantanément tout FAP percé ou vidé sans possibilité de réparation économiquement viable. Plus grave encore,
Elle visera demain les moteurs essence à injection directe, dépourvus de filtre à particules essence, soit la majorité des véhicules produits entre 2010 et 2018. Face à cette hécatombe programmée, certaines motorisations tirent leur épingle du jeu, révélant la stratégie des constructeurs les plus avisés. Les moteurs essence atmosphériques japonais résistent mieux à cette guerre réglementaire. Toyota Yaris et Corolla VVTi, Honda Jazz et Civic IVT-EC, Suzuki Swift 1,2 litre Dual-Jet. Simplicité mécanique, peu d'électronique embarquée, pas de SCR ni de FAP, maintenance aisée et prévisible. Ces véhicules passent le contrôle technique avec sérénité, d'où leur cote soutenue sur le marché de l'occasion, malgré des consommations légèrement supérieures. Toyota, en particulier, a maintenu une philosophie de robustesse mécanique qui contraste avec la course à la sophistication électronique de ses concurrents européens, désormais piégés par leurs propres innovations. La stratégie devient limpide quand on observe la convergence parfaite avec les zones à faibles émissions. La loi d'orientation des mobilités de 2019 et la loi climat de 2021 créent un étau réglementaire parfait qui ne laisse aucune échappatoire aux automobilistes modestes. D'un côté, le contrôle technique durci élimine les véhicules anciens pour non-conformité technique. De l'autre, les ZFE-M bannissent les véhicules classés critères 4 et 5, puis progressivement critères 3 et 2. Cette double peine frappe cruellement les classes populaires, contraintes d'abandonner des véhicules mécaniquement sains mais administrativement condamnés. L'étau se referme méthodiquement, laissant aux familles modestes le choix entre l'endettement forcé et l'assignation à résidence de fait. Cette mécanique implacable profite évidemment à l'industrie automobile neuve qui voit ses carnets de commandes se remplir artificiellement. Constructeurs et réseaux après-vente découvrent un nouveau marché juteux, diagnostic des pollutions, facturé 150 à 200 €, réparations électroniques complexes, vente forcée de véhicules neufs hybrides ou électriques. Tout l'écosystème y trouve son compte, sauf l'automobiliste final, transformé en variable d'ajustement d'une industrie en quête de rentabilité. Selon les statistiques UTA-COTC, le taux de contre-visite a bondi de 18% en 2017 à 23%. Les motifs pollution et OBD représentent désormais 40% des défaillances majeures, contre 12% avant la réforme. Cette explosion soudaine n'est pas due à une dégradation mystérieuse du parc automobile français, mais à l'application de critères drastiquement durcis sur des véhicules conçus selon d'anciennes normes. En zone rurale, où les contrôleurs appliquent parfois les textes avec plus de pragmatisme, le taux tombe à 28%, révélant des pratiques d'application variables selon les territoires et créant une inégalité de traitement inacceptable. L'hypocrisie du système atteint son paroxysme quand on observe ces contradictions flagrantes. D'un côté, on détruit des véhicules fonctionnels pour un capteur NOx défaillant, au nom de la protection environnementale. De l'autre, on subventionne massivement l'achat de voitures électriques fabriquées avec des batteries au lithium-ion extraites par des enfants au Congo, selon les rapports d'Amnesty International. Le bilan carbone de cette transition forcée reste soigneusement dissimulé, car il révélerait l'absurdité écologique de l'opération. Les premières victimes de cette hécatombe administrative sont cruellement prévisibles. Ces familles modestes des périphéries, qui n'ont pas les moyens de changer de voiture comme de chemise. Artisans, agriculteurs, habitants des zones rurales, tous contraints de parcourir de longues distances quotidiennement et dépendants de véhicules diesel économiques et endurants. Les femmes, seules, avec enfants, représentent une population particulièrement vulnérable face à cette révolution réglementaire. Dépendantes de véhicules d'occasion, souvent anciens, pour concilier vie professionnelle et familiale, elles se retrouvent prises au piège entre nécessités économiques et contraintes administratives. Les alternatives proposées par les pouvoirs publics sont dérisoires face à l'ampleur du problème. Prime à la conversion de 1 000 à 5 000 € quand les véhicules de remplacement coûtent 15 000 à 25 000 € minimum. Véhicules électriques d'occasion, rares, chers et à l'autonomie dégradée par le vieillissement des batteries. Le compte n'y est jamais. Cette logique révèle sa véritable nature, un instrument de contrôle social par la mobilité, destiné à rendre la voiture individuelle inaccessible aux classes populaires. La résistance s'organise pourtant dans l'ombre, révélant les limites de cette stratégie autoritaire.
Garagistes spécialisés dans la suppression d'EGR et de FAP, malgré l'illégalité croissante et les risques encourus, réseau d'entraide sur Internet pour partager les astuces de préparation au contrôle technique et les bonnes adresses de centres complaisants. Certains automobilistes organisent un véritable exode vers les pays limitrophes, moins regardants sur les critères pollution. Le tourisme automobile se développe pour immatriculer dans des zones plus tolérantes, créant des distorsions de concurrence au sein même de l'Union européenne, censée harmoniser les réglementations. Certains constructeurs adaptent déjà leur stratégie à cette nouvelle donne réglementaire. Toyota mise tout sur l'hybride non rechargeable, technologie maîtrisée depuis 25 ans et moins sensible aux aléas du contrôle technique que les diesels modernes. Suzuki privilégie les petits moteurs essence atmosphériques, simples et fiables, qui résistent mieux au contrôle renforcé. Dacia maintient des motorisations rustiques mais durables qui séduisent une clientèle échaudée par les sophistications électroniques. A l'inverse, Stellantis et Renault, empêtrés dans leurs diesels problématiques et leurs électriques déficitaires, subissent de plein fouet cette révolution réglementaire. Leur gamme diesel Euro 6 multiplie les rappels et les défaillances, tandis que leurs véhicules électriques peinent à convaincre une clientèle méfiante face aux problèmes d'autonomie et de fiabilité des batteries. L'évolution internationale confirme cette tendance à l'harmonisation par le bas des critères de contrôle. L'Allemagne durcit ses critères PN. Depuis 2023, les Pays-Bas bannissent déjà les diesels Euro 4 et antérieurs de leur centre-ville. La Belgique prépare l'extension de sa norme PN aux essences. L'Italie multiplie les ZTL restrictives. Partout en Europe, l'étau se resserre sur les véhicules populaires au profit d'une mobilité de luxe réservée aux classes aisées. L'ironie de l'histoire veut que cette politique, soi-disant écologique, détruise un parc automobile en état de marche pour le remplacer par des productions neuves infiniment plus polluantes à fabriquer. Un diesel de 2008 bien entretenu émet certes quelques particules, mais son bilan carbone global reste favorable face à une électrique neuve nécessitant l'extraction de 8 tonnes de minerais rares et la construction d'une batterie de poing. En 2024, Stellantis a rappelé plus de 180 000 véhicules en France pour dysfonctionnements liés au système SCR et AdiBlue. Mercedes-Benz a déclenché 3 campagnes distinctes sur ses moteurs OM 651 et OM 654, touchant 45 000 véhicules pour réservoirs AdiBlue défectueux. Volkswagen continue de payer son Dieselgate avec des mises à jour logicielles récurrentes sur ses moteurs EA288 sans jamais résoudre définitivement les problèmes de fiabilité de ces systèmes complexes. Ces rappels théoriquement gratuits cachent une réalité plus sombre. Délai d'attente de plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous, véhicules immobilisés pendant des jours, correction partielle nécessitant plusieurs passages. La situation devient ubuesque avec l'application différenciée des critères selon les régions, créant une inégalité territoriale révoltante. Dans certains départements ruraux, les contrôleurs font preuve de pragmatisme, acceptant des seuils légèrement supérieurs aux valeurs constructeurs quand le véhicule présente un bon état général. Dans les métropoles soumises au ZFE, l'application devient drastique, rejetant systématiquement tout véhicule présentant la moindre anomalie électronique. Cette inégalité territoriale crée un marché parallèle de tourisme automobile, où des propriétaires de véhicules anciens parcourent des centaines de kilomètres pour effectuer leur contrôle technique dans des départements réputés plus cléments. Des réseaux informels d'information se développent, partageant les bons centres et les périodes favorables pour optimiser les chances de réussite dans cette loterie administrative. Les garagistes adaptent leurs pratiques à cette nouvelle donne, en développant des forfaits préparation contrôle technique incluant nettoyage FAP, décrassage EGR, effacement code défaut et test pollution. Facturés entre 200 et 400 € selon les interventions, ces forfaits représentent un nouveau marché juteux, mais révèlent l'absurdité d'un système forçant à des réparations cosmétiques temporaires. D'autres professionnels explorent les zones grises de la réglementation, avec des pratiques juridiquement discutables. Suppression temporaire de l'AdiBlue avec remontage avant contrôle. Programmation de calculateurs pour masquer certains défauts. Utilisation d'additifs chimiques pour améliorer temporairement les valeurs d'opacité. Ces pratiques témoignent de l'inadéquation entre les normes imposées et la réalité économique du terrain. Jusqu'où
Accepterons-nous cette confiscation progressive de notre liberté de circuler, déguisée en vertu écologique ? L'avenir dira si cette confiscation rampante de la liberté de circuler trouvera ses limites dans la résistance populaire, ou s'ils sauront résister à cette ingénierie sociale déguisée en progrès écologique. L'histoire du mouvement des Gilets jaunes, né précisément d'une taxation excessive des carburants, montre que la patience populaire a ses limites face aux élites déconnectées et à leurs lubies réglementaires qui transforment l'automobile populaire en espèce en voie de disparition.